Bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir sur la vie même. Ce soir, c'est le webinaire animé par l'invité Roméo Cournal et qui va nous parler à propos des relations et pourquoi on n'arrive pas à se défaire ou à quitter une relation qui nous fait souffrir ou qui nous convient plus. On va attendre notre ami Roméo. Roméo, tu es là? Je suis là. Bonsoir. Donc, ce soir, c'est Roméo Cournal, coach intuitif, qui va nous parler des relations, et essentiellement des relations toxiques. Et, euh, et à propos des relations qui nous font encore souffrir et qu'on n'arrive pas à se défaire. On aura des réponses à ces questions qui nous tourmentent de temps en temps. Et peut-être ça va nous aider à avancer un tout petit peu sur ce sujet-là. Donc, je te laisse la parole, Roméo, pour te présenter. Alors, je suis Roméo Cournal, je suis coach intuitif, coach formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Intuitif parce que l'intuition, c'est pour moi un outil. Intuitif, l'intuition, c'est la capacité qu'on a de savoir une information sans la percevoir. Parce que nous percevons par nos cinq sens et nous transformons les informations que nous recevons pour en prendre conscience par notre cerveau. Mais il y a aussi possibilité de savoir des choses que nous n'avons pas perçues. Et ça s'appelle l'intuition. Donc, globalement, dit rapidement et résumé rapidement, et de façon très juste d'ailleurs, c'est comme ça que je définirais l'intuition. Et du coup, c'est l'outil principal dont je me sers parmi tant d'autres pour accompagner les personnes. Bienvenue. Merci, et merci à la vie même de m'accueillir. Justement, c'est un plaisir de partager avec toi ton expérience et avec nos auditeurs et auditrices, justement, pour nous éclairer sur ces sujets-là qui, des fois, tourmentent un petit peu la vie et voilà, ça empêche que le flow court comme ça dans la vie plus facilement. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Roméo. Alors, pourquoi les... Ouais, pourquoi, justement? Pourquoi on n'arrive pas à quitter ces relations-là? Pourquoi on n'arrive pas... Ouais. Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi c'est facile par la tête, c'est difficile par le faire? Pourquoi c'est si compliqué ça? C'est compliqué parce que, en fait, lorsqu'on vit une relation, en réalité, il y a comme un double fond. On vit avec quelqu'un, on est en relation avec quelqu'un, que ce soit un amoureux, que ce soit un collègue, un parent ou quoi que ce soit. Mais en fait, au niveau inconscient, il y a autre chose qui se joue. C'est-à-dire que très souvent, on a transféré quelqu'un, souvent une figure parentale, mais ça peut être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, sur cette personne. Et en fait, ce qui se joue, c'est en fait la blessure narcissique qui va finalement être l'objet finalement de la relation. Qu'est-ce que la blessure narcissique? Je vais résumer globalement. La blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'attention. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a peur de mourir par manque d'attention? Parce que lorsque nous sommes nés déjà finis, nous sommes nés avec un système de valeurs, nous sommes nés avec des aspirations, nous sommes nés déjà avec qui nous sommes vraiment, notre propre façon de gérer l'espace, le temps, les relations et la possession. Et il se trouve que nous sommes également nés complètement physiologiquement dépendants. D'accord? Et donc, cette dépendance fait que l'enfant
que nous étions avait besoin de personnes autour de lui pour survivre. Ok? Cet enfant que nous étions avait donc besoin de personnes autour de lui pour recevoir la nourriture, la boisson, la sécurité, etc. Maintenant, il se trouve également que ce dont un enfant a le plus besoin, c'est d'être regardé. Un enfant qui mange mais qui n'est pas regardé va vivre 5 fois moins longtemps qu'un enfant qui est regardé mais qui ne mange pas. L'enfant qui ne mange pas mais qui est regardé va vivre 5 fois plus longtemps que l'enfant qui mange mais qui n'est pas regardé. D'accord? Regarder par les yeux comme ça? Regardé par les yeux. Oui. D'accord. Simplement regarder, avoir une interaction avec un membre de l'entourage. Et il se trouve donc que c'est comme ça qu'en fait est née cette peur de mourir par manque de regard, par manque d'attention. C'est-à-dire que le cerveau va donc tout faire pour capter un maximum d'attention pendant un maximum de temps. Le docteur Idriss Abu Akan a appelé ça des AT, grand A multiplié par un petit t. D'accord? C'est un genre d'équation un peu naïve, AT. Okay? Et en fait, pour capter ces AT-là, pour capter cette attention des autorités qui sont autour de nous, pour capter en fait, cette attention, certains scientifiques vont parler de tendresse parentale, mais je préfère rester sur le terme générique de l'AT. Parce que quand on parle de tendresse parentale, on parle déjà de quelque chose de très affectueux, on parle de quelque chose de très agréable, tandis que là, ce sont véritablement l'attention, c'est véritablement l'attention qui va être important pour l'enfant et plus tard pour l'adulte. Et donc, cet enfant, ne sachant pas raisonner, cet enfant, en fait, va simplement réagir. Et lorsqu'il va recevoir un certain nombre de messages, lorsqu'il va vivre un certain nombre d'événements, et si dans ces événements, ses figures parentales se sentent mal, il va culpabiliser. Okay? C'est-à-dire qu'il va se sentir responsable, ou même coupable, de l'état des personnes autour de lui. D'accord? D'accord. Et en fait, je tiens à dire que c'est une réaction complètement saine, parce que c'est précisément ça qui va maintenir l'enfant dans quelque chose de social. Sinon, l'enfant, au bout de 3 ans, il aurait pu dire à ses parents, bon, vous me saoulez, je vais partir faire autre chose. D'accord? Et donc, finalement, pour maintenir le, 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 le lien social, l'enfant va donc culpabiliser. Et pour répondre à cette culpabilité, il va mettre en place ce que l'on appelle une dépression infantile précoce. La dépression infantile précoce, c'est cette tendance qu'il aura à prouver son innocence. D'accord? Et comment est-ce qu'il va faire pour prouver son innocence? En se conformant, selon son tempérament, bien sûr, en se conformant à un certain nombre de messages contraignants que le parent lui aura donnés. Ces messages contraignants, en psychologie, on appelle ça des drivers, mais en neurosciences, on appelle ça des messages contraignants. Sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais des efforts et fais plaisir. Donc, ces messages contraignants vont développer chez l'enfant un système de croyance. Et en face à son système de valeurs avec lequel il est né, il va développer un système de croyance. Ce système de croyance sera le système de personnage qu'il se sera créé. Un personnage fictif, superficiel et suradapté. Un moi social. D'accord? Lorsque quelques années plus tard, il se retrouve en relation, c'est en réalité ça qui va se jouer. Sa blessure narcissique et sa dépression infantile précoce. Pourquoi est-ce qu'on va rester dans une relation qui fait souffrir? Parce que dans cette relation-là, est en train de se rejouer nos modèles éducatifs. Le modèle éducatif dit sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Et en fait, du coup, on a développé 3 types de comportements.
Il y a des comportements qui sont bloqués par la peur, qui sont interdits car associés à de la peur, des comportements qui sont bloqués car associés à de la culpabilité et des comportements qui sont récompensés. Je prends un exemple simple. Lorsqu'une femme va se retrouver dans une relation toxique, ça vaut aussi pour les hommes. Lorsqu'une femme va se retrouver face à une relation toxique, elle ne va pas oser s'affirmer devant cette autorité parce que dans son schéma éducatif, déjà, le masculin est une autorité. D'accord? Le masculin étant une autorité, on a appris à cette femme, lorsqu'elle était petite, à se conformer, à s'écraser, je dirais, devant l'autorité masculine. Et à chaque fois qu'elle s'écrasait devant l'autorité masculine, elle était récompensée. Et donc, dans son corps, ça activait ce qu'on appelle du coup le circuit de la récompense. D'accord? Ce circuit de la récompense, c'est toute une série d'endorphines, une biochimie particulière qui est délivrée dans le sang et qui va finalement créer quelque chose de plaisant. OK? Devenue adulte, lorsqu'elle va s'écraser devant cette autorité masculine, qui est, même si elle est violente, en fait, va se produire ce même circuit de la récompense, cette même sécrétion d'endorphines très plaisante. Et c'est là qu'on va développer ce qu'on appelle un masochisme érotisé. D'accord? Et c'est précisément pour ça, globalement, que lorsque on se retrouve dans une relation toxique, eh bien, on ne va pas quitter la personne avec qui on est dans cette relation. Est-ce que c'est clair? Oui, en fait, la figure masculine dont tu parles, quelle que soit en fait, quelle que soit la figure masculine qui a été en contact avec l'enfant étant jeune, quel que soit, ou c'est Oui, social, c'est-à-dire que c'est dans la société, c'est une culture sociale où la figure masculine, elle est écrasante, quel que soit. Même si dans la oui, famille, la figure masculine, elle est plutôt absente ou il est plutôt, ou plutôt c'est la figure féminine qui est écrasante pour une femme, tu vois. C'est-à-dire que est-ce que c'est plutôt culturel ou c'est individuel au cas par cas? les deux, mon capitaine. C'est effectivement culturel parce qu'en fait, il y a plusieurs autorités autour de l'enfant. Bien sûr, il y a les autorités parentales, les autorités éducatives, les autorités médicales, les autorités religieuses, les autorités sociales, les autorités médiatiques, les autorités commerciales. Mais il y a aussi des autorités masculines parce que dans le schéma éducatif dans lequel nous baignons, euh, le masculin est une autorité sur le féminin. D'accord? Et donc, en fait, le principe, c'est quoi? Je dois me conformer au message contraignant de chacune de ces autorités, dans le cas présent, les autorités masculines. Donc, répondre au message contraignant pour continuer à percevoir des actes donc l'attention pendant un maximum de temps de ces autorités, et donc pour continuer à vivre. Ouais. Et donc l'attention, quelle que soit la forme de l'attention, même si elle est violente. L'attention, quelle qu'en soit la forme, bien sûr. Mm. Parce qu'il vaut mieux, par exemple, pour une femme battue, il vaut mieux qu'elle soit battue plutôt qu'elle soit ignorée. Mm. Parce que quand elle est ignorée, elle ne reçoit pas d'attention. Mm. Lorsqu'elle est victime de violence, elle reçoit l'attention. Mm. Une attention violente, certes, mais une attention quand même. Mm. Et le cerveau, il a un objectif et un seul, c'est maintenir en vie le corps qui est en dessous, le corps de cette personne. Il n'a pas pour mission de maintenir la personne heureuse. Mm. Il n'a pas pour mission de maintenir la personne en bonne santé. Mm. Il a pour mission de maintenir le corps en vie. D'accord? D'accord. Ouais. Donc finalement, c'est la vie qui se joue là, hein. Finalement, c'est la vie qui se joue là. C'est le vivant, l'humain qui se joue là.
En fait, ces relations-là, en fait, ils sont valables aussi bien pour la femme que pour l'homme. Et qu'est-ce que l'on est Absolument. pour l'homme dans une autorité masculine? Tu vois? Alors, l'homme étant un masculin, c'est lui qui fait autorité. Mhm. D'accord? Maintenant, dans certaines ethnies, dans certains groupes sociaux, dans certains pays, la mère est une autorité, y compris pour l'homme. Mhm. D'accord? Et donc, la mère étant une autorité, l'homme va se conformer à la figure maternelle. Dans certains pays, comme certains pays du Maghreb, là aujourd'hui je suis à Casablanca au Maroc, et j'observe en fait dans certains pays, par exemple aux Antilles c'est pareil, hein, je suis martiniquais, euh, la mère est une autorité limite écrasante. Et c'est pour ça que même les bad boys, les gens un peu qui roulent les mécaniques, là, les bad boys qui peuvent être violents avec leur propre compagne ou avec leurs collègues féminines ou avec leurs amies féminines, leurs voisines, etc., vont complètement s'écraser devant leur propre mère parce que on leur a appris à s'écraser devant l'autorité parentale représentée par donc la mère. Ouais, Ok? ouais. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que mes explications sont claires? Et est-ce que ça permet de comprendre pourquoi même devenu adulte, c'est finalement le même schéma qui se joue là? Absolument. Ouais. Ça peut paraître incohérent, mais en fait, c'est très cohérent. D'accord? Absolument. Puisqu'en fait, encore une fois, c'est à l'inconscient, c'est au niveau limbique que les choses se jouent. Pas au niveau cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui raisonne. D'accord? Mhm. Mais le cerveau ne peut raisonner que à partir des informations que le limbique donne. Le cortex reçoit les informations du limbique, c'est-à-dire des informations qui sont associées aux émotions. Et si à chaque fois qu'un homme disait non à sa maman, il prenait une claque, disait non à sa grand-mère, il prenait une claque, il va associer le fait de dire non à une femme à la douleur de recevoir une claque. Mhm. Et en plus, à la peur de perdre l'attention de sa maman. Et c'est pour ça qu'en fait, même les hommes violents, finalement, sont des petits garçons. Ouais. C'est-à-dire au niveau psychique, ce sont des petits garçons. Des petits garçons qui sont en peur, finalement, blessure narcissique devant leur mère, et qui vont également essayer de prouver leur innocence à leur mère. Comment est-ce que les garçons, comme ça, vont prouver leur innocence à leur mère en prouvant que les autres femmes sont coupables? D'accord. Comme les autres femmes sont coupables, il va exercer de la violence sur ces autres femmes. C'est en Europe, il y a une expression qui dit toutes des chiennes sauf maman. Ou plus grave encore, toutes des salopes sauf maman. D'accord? Ouais. Est-ce que c'est clair? Ouais. En fait, je vais justement attirer l'attention à nos participantes elles peuvent ou ils peuvent aussi poser des questions sur le chat et on pourra peut-être répondre à leurs questions à la fin. Donc, il y a le petit icône en bas qui est converser. Vous pouvez cliquer sur converser et écrire vos questions. Ok. Alors, peut-être que la première question, c'est comment on fait pour sortir de ça? Ouais. Alors, dans la mesure où ce qui se joue là, c'est quelque chose de très profond, pour sortir de ça, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans cette même profondeur. C'est-à-dire guérir sa blessure narcissique, guérir sa dépression infantile précoce. Mm. La blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'attention. Okay? D'accord. La dépression infantile précoce, c'est la tendance qu'on a de prouver son innocence.
Sauf que si je veux prouver mon innocence, c'est parce que je crois que je suis coupable. D'accord. D'accord. Si je ne me sens pas coupable, je n'ai pas besoin de prouver mon innocence. Parce que je ne suis pas coupable. Ouais. Donc, je suis déjà innocent. D'accord. Ouais. Bonsoir Anna, bonsoir Imen. Ouais. Tes amis en Tunisie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de relation toxique et qui n'arrivent pas à en sortir? Ou est-ce que des personnes l'ont connue, cette situation-là? En fait, moi, ce que j'ai remarqué pendant les séances de coaching que j'ai pu mener, c'est que en fait, c'est que la personne n'est pas consciente. N'est pas consciente, en fait, qu'elle est dans une relation toxique. Oui. Tu vois? Et Oui. ça, en fait, qui est un peu difficile, en fait, au début, que la femme ou que la personne, en fait, prenne conscience qu'elle est dans un schéma toxique, dans un schéma relationnel toxique. C'est-à-dire, elle se pose des questions, pourquoi ça arrive comme ça, et même les comportements déviés, elle trouve, en fait, elle trouve des justifications, ou elle trouve en fait, elle se trouve des raisons pour la personne, tu vois, c'est parce que j'ai fait comme ça, c'est parce qu'elle elle se justifie, et elle essaie Oui. toujours de se corriger, ou elle essaie toujours de trouver le moyen qui apaise un peu la tension. Sauf Oui. qu'elle est totalement inconsciente qu'elle est dans ce schéma-là. Oui. Et même le fait de lui dire ça, intellectuellement, oui, peut-être elle peut comprendre ça, mais pas émotionnellement en fait. Hein. Parce que c'est un schéma justement qui est subconscient. C'est un schéma qui est géré au niveau du cerveau limbique. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on va considérer que le cerveau a 3 étages, d'accord? Mm-hmm. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex. D'accord. Lorsqu'une information est traitée par le cerveau, elle arrive par en bas. Elle est traitée d'abord par le reptilien, puis par le limbique, puis par le cortex. C'est-à-dire que l'information, le reptilien, va vérifier qu'il n'y a pas de danger physiologique immédiat. S'il y en a un, le reptilien prend les décisions de façon inconsciente et va mettre en place l'instinct. La réponse de stress, d'instinct, agressivité, fuite, anesthésie. S'il n'y a pas de stress, de danger immédiat, l'information va monter au niveau du limbique. Limbique, ouais. Et là, le limbique va vérifier si une information n'est pas associée à une émotion particulière. Si l'information est associée à une émotion, le limbique va mettre en place une réponse de stress et donc va associer l'information à une émotion. Et c'est cette information associée à une émotion que l'on appelle une croyance qui va monter au niveau du cortex. Et donc, la personne va mettre en place un raisonnement, mais ce raisonnement sera uniquement fait à partir de ses croyances. Le cerveau ne raisonne que dans le cadre des croyances. Oui. Donc, le problème, il est à l'intérieur de nous. C'est nous qui percevons le problème, sauf que la solution doit forcément être à l'extérieur. C'est ça c'est ça l'erreur. Alors qu'en réalité, le problème, c'est simplement un manque d'estime de soi. C'est-à-dire qu'une fois devenu adulte, l'individu est censé renoncer à l'attention d'autrui. Il est censé y renoncer parce qu'il n'en a pas besoin. Il y renonce parce qu'il a conscience de ne pas en avoir besoin. C'est ça que signifie devenir adulte, hein, d'ailleurs. Okay. D'accord. Ok. Donc, l'une des questions était si l'enfant refuse dès son enfance cette autorité masculine, qu'est-ce qui se passe?
Alors, j'ai envie de dire que tout dépend de son éducation, tout dépend du groupe social dans lequel il est. S'il refuse, si la petite fille, par exemple, refuse l'autorité masculine, ben, elle se prend une claque. D'accord? Mhm. Dans certains pays. Dans d'autres, si l'enfant refuse l'autorité, on va, ça ne pose de problème à personne, en fait, en vrai. Mais le souci, c'est qu'en fait, en vrai, tous les enfants refusent les autorités. Tous. Tous les enfants refusent toutes les autorités. Donc, c'est Sauf que, naturel que l'enfant refuse l'autorité. bien évidemment, c'est naturel d'être libre, Ouais. puisqu'on est né libre. Maintenant, c'est l'éducation qui va nous empêcher justement de, de vivre cette liberté. Ce sont les conditionnements socio-éducatifs qui vont restreindre cette liberté Mhm. autour de la peur, la culpabilité, la récompense. Exactement comme pour le dressage des animaux sauvages. Donc, on peut dire que, par exemple, s'il y a des parents qui nous écoutent ou alors des parents qui peuvent passer le message, qu'un enfant qui n'écoute pas l'autorité est tout à fait naturel, est tout à fait dans les normes. De toute façon, les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ouais. Et nous, même quand on était enfant, on n'a pas écouté. Oui. Déjà pour des raisons biologiques Mhm. de non-finition du cerveau, Ouais. mais aussi pour des raisons aussi biologiques de neurones miroirs. Pour qu'un enfant fasse un apprentissage, il Ouais. faut qu'on associe une émotion agréable à à un événement. Ouais. Je prends un exemple. Pour apprendre à aimer les légumes à un enfant, ça ne sert à rien de lui répéter, il faut que tu manges des légumes. Si tu ne manges pas des légumes, tu vas prendre une claque, d'accord? Pour apprendre à l'enfant à aimer les légumes, autant associer une émotion agréable au fait de manger les légumes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire des légumes le soir et qu'il y aura des légumes au menu, on va dire à l'enfant, youpi, il y a des légumes. Et tout le monde sera dans la joie parce qu'il y a des légumes. Et donc, en fait, l'enfant, sur le cerveau de l'enfant, va associer aux légumes, youpi. D'accord? D'accord. Donc, justement, C'est comme ça que l'enfant va aimer les légumes. ouais. Donc, en fait, ce qui est plutôt pertinent, c'est que quelle émotion on a associée à la pensée ou à l'événement. En fait, Oui, c'est cette relation-là qu'on doit plutôt regarder. oui. C'est-à-dire que, voilà, on a une émotion, on a une pensée ou alors on a un événement, on va questionner l'émotion, si elle est agréable ou si elle est désagréable. Donc, Oui, normalement, s'il est désagréable, c'est on était dans le refus. On refuse cet événement ou on refuse cette pensée. Et c'est pour cela oui, que, justement, on en souffre. absolument. Absolument. C'est précisément parce que on a associé quelque chose, un événement, quel qu'il soit, un comportement. Quand je dis que l'adulte va puiser dans trois catégories de comportements. Les D'accord. comportements associés à la peur sont les comportements bloqués, c'est-à-dire qu'à la rigueur, à la longue, il ne va même pas y penser. Pourquoi est-ce qu'une femme continue à se faire bloquer, à se faire frapper ou à accepter d'être victime de violence? Ou un adulte, un homme, va accepter d'être victime de violence, va accepter, par exemple, dans son entreprise, il va accepter les injustices de ses collègues, de ses supérieurs, etc. Pourquoi il va accepter ça? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il s'affirmait, à chaque fois qu'il disait non, c'est pas comme ça que je pense, il se prenait une réprimande qui pouvait être violente. Et cette violence pouvait être très très forte et générer chez l'enfant une émotion de peur, une émotion douloureuse très forte. Mais en plus, vous avez remarqué que souvent dans ces éducations violentes, lorsqu'on frappe un enfant, par exemple, et qu'il se met à pleurer, on lui dit tais-toi. Ouais. D'accord? Aux Antilles, on dit paix sec. C'est-à-dire que paix, c'est tais-toi, et sec, c'est justement je ne veux même pas voir tes larmes couler. D'accord? Tu D'accord. dois en fait te taire
et en plus, rester sec. Tes Ouais, yeux doivent rester secs. Ne pleure, je ne veux pas voir tes larmes couler, je ne veux pas t'entendre pleurer. D'accord? Donc, il y a une énorme répression émotionnelle et ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, du coup, l'enfant va associer le fait, toute l'information, tout l'événement, à cette même douleur, cette même répression émotionnelle et cette douleur qu'il n'a pas le droit d'exprimer. Cette peur, sachant que ça va en plus, et pourquoi est-ce qu'il va justement obéir? Parce que s'il ne se tait pas, il risque de perdre l'attention, la fameuse tendresse parentale. Et donc, du coup, il risque de mourir, ouais. tout simplement. Et justement, en fait, ce qui est embarrassant, c'est qu'est-ce que faire devant les larmes des enfants? Parce que justement, en fait, l'erreur qu'on commet, c'est que devant les larmes des enfants, le comportement des parents peut plutôt induire en erreur euh, les, euh, les enfants. Et justement, ils croient que c'est pas, c'est interdit de pleurer, c'est interdit de montrer le refus ou de montrer justement leur mécontentement. Donc, face à un enfant qui pleure ou qui, qui exprime sa réponse, sa réaction, qu'est-ce qui serait judicieux pour les parents de faire? L'encourager à pleurer et le D'accord. féliciter de pleurer. D'accord? Même si on peut lui apprendre à gérer son émotion en disant tu vas pleurer dans ta chambre Ouais, ou tu vas, mais pleure. Ou encore lui dire écoute, peut-être parce que l'enfant pourra être dans une situation où effectivement il va ressentir un gros chagrin et il va pleurer et ça pourra gêner finalement les personnes autour. Et c'est aux parents de lui dire écoute, j'entends que tu es triste, je comprends ça. Ce qu'il est important pour l'enfant, c'est qu'il soit entendu dans ses pleurs. J'entends que tu sois triste et tu as bien raison d'exprimer ta douleur. Ce que je vais te demander maintenant, c'est juste par rapport à la situation dans laquelle on est. Ça peut être gênant, je ne sais pas, si vous êtes dans un enterrement, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes dans une réunion de famille, si vous êtes dans une situation où effectivement les pleurs de l'enfant peuvent gêner, lui dire qu'effectivement ces pleurs peuvent poser un souci, mais toujours reconnaître et lui donner finalement raison, encore une fois, de pleurer. et, J'entends que tu pleures, je vois que tu pleures. Regardez l'enfant pleurer pour d'accord. lui donner le droit de pleurer. OK? Ouais. Et surtout pas justement de lui dire non, arrête de pleurer, s'il te plaît, arrête de pleurer et tout ça, parce que Oui. des fois on tombe dans ces scénarios en fait. Hein. On a un C'est faible vrai. devant les pleurs des enfants et on commence à se rattraper en fait pour, euh, pour que l'enfant arrête de pleurer. Et là, à mon Ouais. avis, c'est le meilleur moyen justement pour le faire couper de ses émotions et de ne plus écouter ses émotions et les laisser les traverser étant adulte plus tard. C'est clair. Ouais. Même si l'enfant a mal, il vient, il dit maman, j'ai mal à la tête et il se met à pleurer. On a effectivement tendance à dire mais non, ne pleure pas, chouchou, ça va passer, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça peut être dangereux, ce comportement, parce que justement, on va apprendre à l'enfant que justement, il ne faut pas qu'il dise quand il a mal. Et plus tard, ça va faire quelqu'un qui va se terrer et va se cacher et aura du mal à demander de l'aide. D'accord? Il va se croire faible de pleurer. D'accord, très bien. Ok, alors on a une autre question qui dit que et quand une femme est plutôt autoritaire euh, dans une relation de couple, comment pourrons-nous expliquer cela? Ben, une relation, ça se fait à deux. Si on a eu un enfant qui a été complètement écrasé par une autorité maternelle, et si on a eu ou qui a une autorité paternelle absente. Donc, en fait, c'est un enfant qui a un tempérament, justement, il peut être traumatisé finalement. Et donc, du coup, cet enfant, cet homme, ne va jamais, finalement, s'affirmer devant une autorité masculine.
devant une autorité féminine plutôt. Et du coup, je vais répondre en même temps à la réponse quel type de personne on attire, à la Ouais. question quel type de personne on attire. Ouais. On va forcément attirer des personnes qui donnent raison à nos croyances. Attention, attention, nos croyances ne sont pas dans nos mots. Nos croyances sont dans nos mots. Nos M-O-T. croyances ne sont pas dans nos mots M-O-T-S. Nos croyances sont dans nos mots M-A-U-X. Nos croyances sont dans nos expériences de vie. La croyance, c'est que précisément, cet homme qui va se laisser complètement détruire par une femme, c'est le même principe, hein, parce que la perversion narcissique peut exister dans ce sens-là. C'est-à-dire que cet homme va justement se laisser détruire par cette femme, va se laisser maltraiter, pas détruire, mais maltraiter par cette femme, précisément parce que c'est le schéma qu'il aura appris de sa relation avec sa mère. D'accord? Et du coup, comme il l'a appris, pour donner raison à son cerveau, c'est-à-dire émotions désagréables, douloureuses, associées à l'information relation avec la femme, il va effectivement rencontrer une femme qui va être effectivement dans cette mouvance de lui faire sentir à quel point il est désagréable d'être en relation avec une femme. D'accord? C'est précisément, on rencontre toujours les personnes qui correspondent à notre système de croyance. C'est-à-dire qu'on rencontre toujours des personnes qui donnent raison à notre cerveau. Parce que notre cerveau, en fait, il a toujours raison. C'est pour ça que je dis que toutes les croyances se vérifiant, toutes les croyances sont fausses, précisément parce qu'elles se vérifient toutes. D'accord? Et donc, du coup, le principe, il va être où? Le principe, il va être que cet homme, il faut savoir que les cerveaux se parlent, se rencontrent et se mettent d'accord sur la rencontre avant que les corps en dessous ne se rencontrent. D'accord? Parce que le cerveau est là pour maintenir en vie le corps. Or, le corps est toujours habité par quelqu'un qui a la maturité d'un enfant, la maturité psychologique, l'état, comment on appelle ça? En analyse transactionnelle, on va parler de psychologie du moi. Alors, j'ai oublié l'expression exacte, mais c'est l'état psychologique du moi. D'accord? L'état du moi, c'est l'état de l'enfant. Et donc, l'enfant, il est encore dans cette quête de l'amour, de l'attention de l'autre, du regard de l'autre pour pouvoir exister. D'accord. D'accord? Et même s'il devient adulte, dans le sens où il a un corps d'adulte, socialement, il est reconnu comme un adulte, son état psychologique est l'état psychologique de l'enfant. D'accord? Et donc, il va dans cette croyance que si il n'est pas, on ne le regarde pas, il ne va pas survivre, il va s'arranger pour être toujours regardé par quelqu'un. Sauf que lorsqu'on se met en dépendance par rapport à quelqu'un, en fonction de son tempérament, ce sera quelqu'un qui aura un tempérament, on va dire, faible. Lorsque quelqu'un a un tempérament faible, pour s'assurer de recevoir l'attention de l'autre, il va se mettre en dépendance, il va se mettre en infériorité, juste de quoi attiser l'autre pour que l'autre lui tape dessus. Parce que quand cette femme va exercer sa violence sur cet homme-là, finalement, cet homme est le centre de l'attention maximum de cette femme. Il se passe pareil pour les femmes qui sont victimes de violence. D'accord? Lorsqu'il y en a un qui est victime de violence et qui reste en tant que victime de violence, c'est parce que précisément, c'est le moyen qu'il a trouvé pour capter l'attention de l'autre. D'accord? Et donc, on peut dire qu'on est là face à une interdépendance, c'est-à-dire que le bourreau est aussi dépendant de la victime que la victime est dépendante du bourreau. D'accord? D'accord. Mais justement, donc, si on arrive à la conclusion que tout est lié à l'attention et à la perte d'attention, en fait, c'est une peur inconsciente et à l'attention, à la perte d'attention. Donc, le seul moyen de nous en sortir ou de s'en sortir, c'est plutôt de revoir cette question d'attention.
C'est ça, de questionner encore Absolument. cette histoire. C'est-à-dire d'élever son niveau d'estime de soi, d'élever son niveau de conscience de soi, parce que pour estimer soi, il faut savoir qui est soi. Donc, en élevant le niveau de conscience de soi, on va élever le niveau d'estime de soi. Et si j'ai une estime de moi, de soi, pas de moi, si j'ai une estime de soi suffisamment forte, je n'ai pas besoin de l'attention d'autorité extérieure pour continuer à vivre. Et c'est en fait ça que l'on appelle déconstruire le moi. Parce que le moi est un personnage fictif, superficiel et suradapté qui doit faire des choses pour les autorités qui l'entourent dans le but de recevoir l'attention de ces autorités-là. Ça, c'est un moi. Donc, le soi s'aime suffisamment pour avoir conscience qu'il n'a aucun besoin de capter l'attention des autorités autour de lui pour vivre, puisque le soi, quand on est identifié à un soi, le soi est éternel. Le soi ne peut pas souffrir. Le soi ne peut pas être malade. Le soi ne peut pas manquer. On est dans ce que l'on appelle l'effusion. Il n'y a ni désir, ni manque. ouais. Il y a juste l'émerveillement d'être en vie. D'accord. Donc, en fait, ce qui ne faut surtout pas faire, c'est de chercher ni à corriger l'autre, ou à trouver des solutions chez l'autre, ou accuser l'autre, ou alors, c'est-à-dire à ne pas faire, tu vois, tout ce à ne pas faire. C'est de se plaindre de la relation à cause de l'autre, c'est de dire que c'est la faute de l'autre, c'est de dire que voilà, c'est comme ça, c'est l'autre qui se comporte comme ça, c'est pour ça que voilà, moi je me sens comme ça et tout ça. Donc, c'est-à-dire surtout arrêter de regarder à l'extérieur de soi. C'est ça le plus pertinent. Parce qu'en fait, se plaindre, c'est pareil. Hein. Se plaindre, c'est la même chose. Se plaindre, c'est dire à l'autre, regarde-moi comme je souffre à cause de lui. Et donc, c'est capter son attention. C'est lui pomper son énergie. C'est capter sa considération. Et quand l'autre, et c'est aussi la dernière des choses à faire, parce que quand je plains l'autre, ah, mon pauvre petit, ah, mon pauvre chéri, ah, mon pauvre, je suis en train justement d'approfondir et d'aggraver sa blessure narcissique. Je suis en train d'aggraver sa dépression infantile précoce. D'accord? Et c'est pour ça que, alors bien évidemment, il y a un genre de compassion, effectivement, que l'on peut avoir pour l'autre, mais surtout lui dire, écoute, tu peux changer ton état émotionnel. Tu peux changer ta réponse émotionnelle. Tu n'es pas obligé de rester dans cette relation-là. Mais en fait, si tu te sens obligé de rester dans cette relation-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans ton inconscient. Et ce qui se joue dans ton inconscient, je ne vais pas l'alimenter. D'accord? Et bien évidemment, cette personne sera libre de se séparer de vous. Ça, c'est évident. Mais c'est important et le meilleur acte d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est lui dire ça. Je ne vais pas alimenter ça. Ouais. En fait, aussi, il y a un autre élément. J'ai l'impression que, puisqu'on ne voit que ça, on ne voyait que ça, en fait, depuis qu'on est enfant, à la limite, on est familiarisé avec ça. Et on n'envisage même pas autre chose que ça. Tu vois, même si on en souffre, mais ça ne nous arrive pas à l'esprit qu'il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas autre type de relation ou autre. C'est-à-dire. Ça c'est complètement absent comme information Oui. chez les personnes qui se sont habituées à ce genre de relation dès l'enfance avec ces autorités-là et avec le milieu, que ce soit familial et social. On n'envisage même pas autre chose. Et ça, je l'ai remarqué aussi. Genre, voilà, on cherche des compromis. C'est-à-dire que s'il y a moins de violence ou moins d'agression, ça aurait été super parfait, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'habitue
on s'habitue à la médiocrité. Excuse-moi le terme, mais c'est ça en fait. Et ça, c'est en rapport avec justement l'estime et comment on perçoit la vie qu'on mérite en fait, ou qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le principe justement par rapport à l'estime et pour répondre aussi à la question de Anna, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour s'identifier à soi? Comment est-ce qu'on fait pour estimer soi? Pour s'identifier à soi, il faut déjà savoir qui est soi. Après, il y a des démarches, par exemple, ce que je fais dans les séminaires de détox relationnel, ce que je fais aussi dans les séminaires pour les personnes qui sont en burn-out, les personnes qui sont en dépression, par exemple. Ce que je fais dans ces séminaires-là, c'est que justement, j'accompagne les personnes à retrouver leur propre système de valeurs, c'est-à-dire qui elles sont vraiment avant qu'on ne leur dise qui elles devraient être. C'est-à-dire qui s'est incarné au 28e jour de la conception. D'accord? J'aide ces personnes à retrouver leur propre mode opératoire identitaire et itératif, c'est-à-dire leur excellence d'action. Le mode opératoire, il est propre à chacun. Il est aussi identitaire que les empreintes digitales. D'accord? Et en fait, ce mode opératoire nous permet d'avoir des résultats excellents en utilisant le moins de ressources possible. Donc, être dans une paix de l'esprit, et cette paix de l'esprit me permet d'avoir des résultats excellents. Cette paix de l'esprit, je ne peux pas l'avoir si j'ai peur de mourir par manque d'attention. Puisque finalement, si j'ai peur de mourir par manque d'attention, tout ce que je vais faire, je vais le faire pour être vu par des personnes qui vont me donner leur attention. Et donc, pour s'estimer soi-même, il est important de faire une démarche. Et à mon sens, il vaut mieux se faire accompagner parce qu'on peut faire cette démarche seul. Mais ça demande alors du temps, ça demande de l'énergie, ça demande une certaine sagesse. Et certainement que dans nos sociétés où les choses vont relativement vite, où on est oppressé de partout, on est submergé d'informations et d'obligations, certainement qu'il est difficile de retrouver cette paix intérieure dans tout le bruit environnant. Et c'est pour ça que très souvent, ce que je fais, c'est que justement, je fais des séminaires où je vais mettre les personnes en dehors de leur cadre. Par exemple, quand il s'agit de burn-out, je mets les personnes carrément sur un bateau pour qu'elles sortent de leur cadre. Quand il s'agit de dépression, de relations toxiques, et ça va se faire de plus en plus, j'emmène les personnes dans le désert ou j'emmène les personnes dans un autre pays pour sortir du cadre, diminuer les stimuli stressants. Une fois qu'on a diminué ces stimuli stressants, à partir de ce moment-là, on est suffisamment dans un cadre suffisamment sécu pour pouvoir se repenser et défaire ces systèmes de croyances. Pour trouver effectivement son système de croyances, là encore, il y a des exercices, il y a des démarches qui sont très simples. Et on va détecter son système de croyances, on va détecter ces messages contraignants, les croyances racines qui sont attachées à ça, et on va déconstruire les croyances racines et retrouver la liberté. En neurosciences, la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. L'un de mes formateurs, le docteur Joe Dispenza, dit « Si votre état interne est indépendant des conditions externes de votre vie, alors là, vous maîtrisez votre vie. Ça, c'est la liberté. Si mon état interne est indépendant des circonstances, des conditions, de ce qui se passe autour de moi. Et quand je dis ce qui se passe autour de moi, je ne parle pas forcément de la guerre ou quoi que ce soit. Ce qui se passe autour de moi, ça peut être un parent, ça peut être ma maman, mon papa qui me crie dessus. Ça peut être effectivement, j'ai eu le cas récemment dans un atelier où effectivement, l'un des participants me disait, ma mère me dit, tu n'es pas un fils pour moi. Et il le vit très, très mal. Mais le problème n'est pas que sa mère lui dit, tu n'es pas un fils, parce que vous avez bien compris que si sa mère lui dit ça, c'est parce qu'il ne fait pas ce que sa mère attend de lui. Le problème n'est pas ce que sa mère attend de lui. Le problème n'est pas le comportement de sa mère. Le problème, c'est sa réponse émotionnelle.
Et s'il arrive précisément à avoir cette indépendance émotionnelle par rapport à sa mère qui lui dit « tu n'es pas un fils pour moi », s'il arrive à rester dans la paix et dans la joie malgré le fait qu'il est renié par sa mère, à partir de ce moment-là, il est libre. À partir de ce moment-là, il est dans la liberté. Il maîtrise sa vie. Et comment on y arrive? Ben, précisément, comme je l'ai dit, dans le cadre des formations, on fait des démarches pour trouver son propre système de valeurs, on fait des démarches pour trouver son mode opératoire identitaire, on fait des démarches pour détecter ses croyances limitantes, ses croyances racines limitantes et son système et ses messages contraignants, et on change ces messages contraignants. Et on fait des démarches pour changer ces messages-là. Ce serait trop technique, et puis ce n'est pas l'objet de faire ça ici, puisqu'il me faut au moins 2 jours. D'accord? On fait ça sur minimum 2 jours, et encore, quand on fait 2 jours, en réalité, il faut 1 semaine, puisque, par exemple, sur les personnes parmi les personnes qui sont là, il y a des personnes qui ont déjà fait justement ce séminaire de détox relationnel qui dure 2 jours. Et après, on fait un séminaire de libération émotionnelle qui dure encore 2 jours. OK? Et après, on fait un autre séminaire qui s'appelle « Je m'aime donc je suis ». Et c'est pour ça qu'effectivement, on va lisser ça sur toute une semaine où on va effectivement aller ailleurs. On va s'extraire de ces stimuli quotidiens. On va régler nos problèmes, nos croyances limitantes. On va faire des deuils, justement. On va séparer les émotions des informations. On va justement permettre à l'énergie de circuler dans le corps et on va maximiser les sorties. On va maximiser, on va faire sortir les émotions bloquées et donc toxiques. Une émotion est toxique quand elle est bloquée dans le corps. D'accord? D'accord, C'est merci. comme ça qu'on fait. Ça, c'était pour répondre à la question de Balkis. Merci. Alors, je ne vois plus Aïda. Elle est là. D'accord. Voilà, donc on va justement terminer avec la question de Anna qui nous pose la question on va faire donc quand on va faire ces séminaires-là? Elle te pose la question quand est-ce qu'on va faire ces séminaires-là? Alors, je vais botter en touche. Je vais demander au docteur Aïda de répondre. Puisque, en fait, les séminaires sont organisés par la vie même en Tunisie, par d'autres personnes. Par exemple, là, vous avez remarqué que je suis juste devant la mosquée Hassan II. C'est d'autres organisateurs au Maroc. À Casablanca, c'est le centre de bioénergie où je suis en ce moment. Et puis bientôt ailleurs, bientôt à Tanger. Et peut-être aussi dans une autre ville, Dakhla, c'est ça, qui se trouve plus dans le sud du Maroc. Et puis aux Antilles, bien sûr. Enfin voilà, en fait, ce sont toujours des organisateurs qui mettent en place les choses. Et en fait, moi, je viens en intervenant, parce que pour l'instant, je travaille un peu seul. Et donc, en fait, on a toujours des organisateurs sur place. Alors, je peux également vous annoncer, si vous avez envie de faire un tour à Montréal en mars. Si vous avez envie de faire un tour à Montréal en mars, il y aura effectivement un séminaire à Montréal au début du mois de mars. Si vous avez envie de faire un tour aux Antilles, en Martinique, il y aura un séminaire au mois d'octobre et aussi au mois de décembre. Et si vous avez envie de faire une croisière dans les Caraïbes, il y aura une croisière au mois de février, précisément sur cette même thématique. Pourquoi je n'arrive pas à sortir d'une relation qui fait souffrir, sachant que la relation peut être une relation toxique personnelle, ça peut être une relation aussi professionnelle. C'est pour ça qu'on fait la même chose pour les personnes qui sont en burn-out. Pourquoi les personnes sont en burn-out? C'est parce qu'elles ont envie de quitter leur boulot. Elles en ont marre, ça ne leur correspond pas. Mais justement, ben là, elles n'arrivent pas à sortir pour exactement les mêmes raisons que dans le cas d'une relation toxique personnelle. Donc, peut-être prochainement, donc, je serai en Tunisie, je sais, en septembre.
Gardez l'écoute, j'ai envie de dire. Après, c'est le docteur Aïda qui va nous confirmer les choses Oui, pour le mois de septembre. oui, justement. Donc, il y aura un atelier, au moins un atelier justement sur ces sujets-là. Donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver parmi nous, Roméo. À part le live, quoi, en ligne, c'est aussi un Oui. plaisir de te retrouver parmi nous en chair et en os. C'est un plaisir partagé. C'est vraiment un plaisir partagé. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en Tunisie, à Sfax, à Nabeul. C'est toujours un plaisir. Même si effectivement, voilà, je vous l'annonce, je vais quitter la Tunisie pour retourner en France pour des raisons familiales, hein, comme j'ai mon fils qui arrive sur la métropole, donc je vais quitter la Tunisie. Mais je viendrai très souvent, je reviendrai très souvent vous voir et puis effectivement, on s'organisera des choses dans le désert tunisien, dans le désert marocain, on ira à Tanger, on ira à Dakhla. Et puis il y a aussi effectivement, il y a je n'ai pas les dates en tête, mais il y a quelque chose qui est prévu à Monaco. C'est au mois de novembre également. C'est ça, c'est au mois de novembre, le temps que je regarde mon... C'est au mois de novembre. Oui, c'est ça, au mois de novembre, ce sera à Monaco. Super. Donc, toutes ces nouvelles, on peut les retrouver sur ta page? Alors, toutes ces infos, on va les retrouver effectivement sur ma page Roméo Cournal, coach intuitif. Le site internet, c'est romeocournal.com. Et la chaîne Facebook, c'est Roméo Cournal, coach intuitif. Et puis, bien sûr, tous les événements de la vie même sur la page Facebook de la vie même. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette conférence, de ce webinaire. Merci à toutes. Oui, je dirais à toutes, parce que... Oui, parce qu'effectivement, il n'y a que des femmes. Merci à Boshra de nous avoir rejoints. Oui, oui, merci. Merci à toutes les personnes qui ont pu être là ce soir et qui ont bénéficié justement de ces informations. Donc, on va continuer justement sur ce rythme-là de rencontres de tous les mardis, tous les premiers mardis du mois, justement, autour de sujets enrichissants et autour justement de ses amis, nos amis, et avec le plaisir de te retrouver, Roméo Cournal. Avec une très grande joie. Merci. Allez, passez une bonne soirée tout le monde et à très bientôt.